Salut, salut. Et voilà. Le, le RDR. Ouais, vous êtes fort, vous êtes fort. Oui, oui, oui. Le RDR. Je, je me pose la question, pourquoi, pourquoi tant de haine pour le peuple ivoirien, pourquoi tant de haine au peuple ivoirien? Et de surcroît, que- quel est le vrai problème avec le président Gbagbo? Mais moi, je ne comprends pas. Vous-même, vous savez que vous avez falsifié tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire sont archi faux. Rien n'est vrai. Vous avez dit qu'il a volé, il a tué, vous avez envoyé à la CPI. De là-bas, ils n'ont personne avec des grands avocats, des grands juristes, ils n'ont pas pu démontrer à plus B que lui, il a fait tout ce que vous avez dit. Il retourne. Vous l'accusez de voleur, qu'il a volé une banque, il a braqué une banque. Mais de surcroît, celui qui a commandité, vous l'avez gracié. Et celui qui a été envoyé, vous le tenez, comment je peux dire ça, quel est le mot qu'on peut utiliser là, vous mettez une clé de Damoclès sur lui. Voilà. Voilà le mot que je veux dire. Mais ça rime à quoi? Parce que vous avez peur de lui. Voilà pourquoi vous ne voulez pas le laisser. Vous avez peur. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Si vous êtes vraiment populaire, vous êtes vraiment aimé par la population, je pense bien que vous n'avez pas à avoir peur de compétir avec lui. On vous dit, le gars, il est innocent. On vous dit, il n'a pas fait tout ça. Et puis, moi, je ne comprends pas. Quelqu'un que vous dites qu'il a volé, vous ne le jugez pas, vous ne le mettez pas en prison, vous le laissez se balader, il fait des meetings, il fait tout ce qu'il a fait, et puis vous dites non, c'est un voleur, il a volé et il a des problèmes avec la justice. Mais qu'est-ce que la justice attend pour régler ce problème-là? Vraiment, vous êtes méchant, hein, vous êtes méchant. À salir le nom des gens, à la con comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Regardez, ressaisissez-vous. Comme le disait Arthur Banga, le RDR va se disloquer parce que du moment où ce monsieur, cet intrus là, qui est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire et qu'il ne sait même pas qui est l'Ivoirien, demain, quand il ne sera pas là, le RDR va disparaître. Et il a dit que si demain Alassane ne se présente pas, on ne sait pas qu'est-ce que va devenir le RDR parce que tout un chacun va chercher à prendre son groupe et à s'en aller. Et sur ces derniers-là vont, qu'est-ce qui va rester du RDR? Parce que si se disperse, le RDR n'existe plus, ou bien ils vont faire RDR 1, RDR 2, ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire? RDR+, ils vont donner un autre RDR, mais toujours en se basant sur le RDR. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est possible. Mais alors, vous savez que vous n'avez plus de popularité, vous n'avez plus de lisibilité. Vous ne pouvez plus rien faire en Côte d'Ivoire parce que vous avez un bilan négatif. Alors, pourquoi, vraiment, vous exagérez. Par moment, on ne trouve même pas le mot. Parce qu'avec un bilan négatif comme vous avez là, on peut pas aller de l'avant. Regardez comment vous avez détruit ce pays-là. Regardez comment vous avez détruit ce pays-là. On prend à Djamé, à Bobo, Yobobo, encore
Il y a d'autres villes encore, on peut parler de d'autres villes encore que vous avez détruites, mais vous continuez à détruire. Donc, cette pauvre dame qui avait expliqué une institutrice qui avait une maison, je pense bien que c'est un duplex ou bien, bon, je ne sais pas si c'est des milliards, un truc comme ça, que vous avez venu détruire ça en une fraction de minutes, ça a été détruit. Hein. Que le nom ne vient pas. Attends, je vais chercher le nom. La dame est ici. La dame est là. Je vais mettre l'audio. Vous allez écouter ça. Vous savez, ces gars-là, ils ne sont pas gentils. A démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Bonjour, je suis Madame Thierry Hélène Touré. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon vécu sur le boulevard. En 2013, nous avons acheté une maison à André-Château. La maison, on a aménagé, nous avons construit. C'était une maison de 5 pièces. Et on avait même construit des studios, 4 studios, un atelier de couture, un magasin également pour faire un atelier de coiffure. La fondation, c'était pour faire un immeuble en fait. Mais il y avait juste des studios qui étaient déjà construits, qui étaient occupés par des locataires. Et nous étions à l'intérieur de la villa basse de 5 pièces. On a acheté ça en 2013, comme je l'ai dit. Et en 2017, le lundi 13 avril 2017, à 7h30, nous étions à la maison quand le tracteur est arrivé et avec une vingtaine de gendarmes. On nous a dit que c'est M. Omed Bakari qui les envoie parce que la maison qu'on occupe, le terrain sur lequel la maison a été construite, lui appartiendrait. Et M. Comé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Les enfants étaient à l'école. Je suis mère de famille. Nous avions 4 enfants et 8 protégés. C'était une maison occupée par 14 personnes. Et ce jour-là, on a essayé de demander pardon, on a supplié, mais l'homme de main de M. Comé était là. Il était accompagné de plusieurs autres personnes. Je m'apprêtais à aller au cours parce que je suis enseignante. Je suis même sortie pour leur demander pardon. Je me suis jetée devant le tracteur tellement j'avais mal. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit au chauffeur, vous allez me marcher là-dessus avant de casser ma maison. Et je voyais l'homme de main de M. Comé qui disait au conducteur du tracteur, il faut foncer si on ne veut pas se lever. Et il y a un Libanais qui était là, qui est venu me soulever, qui m'a dit, madame, calmez-vous. Vous avez mieux que ça devant. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas avoir par cette douleur. Et c'est comme ça, on n'a vraiment pas eu le temps de ramasser nos affaires. On a appelé M. Comé pour lui dire, mais ce terrain nous appartient, nous avons acheté ce terrain. M. Comé nous a dit que lui, il a eu l'autorisation de démolir cette maison et personne ne pouvait l'arrêter. Les papiers qu'il avait n'étaient pas conformes. Celui qui nous a vendu la maison avec tous les documents. M. Comé nous a dit que lui, la décision de démolition de notre maison, lui, il a reçu ça depuis le haut, pour ne pas dire la présidence. Et il a cassé ma maison. Les enfants allaient à l'école. En pleine année scolaire, j'ai dû prendre toute la famille, les enfants, pour les envoyer à Boisson chez mes parents qui sont là-bas. Et nous sommes restés, nos bagages à l'église, sous la bâche. On dormait chez des amis pendant près de 1 mois. Mon mari n'avait pas de travail. Il avait perdu son emploi. Moi aussi, j'enseignais au privé. Et l'argent que je recevais ne pouvait pas nous permettre de prendre une autre maison. Nous sommes restés pendant 1 mois et c'est les amis, les parents, les connaissances qui ont cotisé pour nous permettre de louer une maison, toujours dans la même zone du château d'eau à André. Et aujourd'hui, nous sommes encore en location. L'affaire est en justice, mais à chaque fois que l'affaire avance, on nous dit non, soit le dossier a disparu, sinon notre dossier est au 6e cabinet. Tantôt le dossier disparaît, tantôt M. Comé fait appel, mais jusque-là, on n'a pas encore eu gain de cause. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que justice soit faite. Parce que Comé a fait du faux sur le terrain. Le terrain ne lui appartenait pas. Quand il a fini de casser la maison, il a mis le terrain en vente. Il a revendu le terrain nu à 50 millions. Et quand il a fini de casser la maison, il nous a appelé le 1er mai, mon mari et moi, et il nous dit, monsieur et madame Tilby, je vends le terrain si vous voulez acheter. J'ai dit, monsieur Comé, ce terrain m'appartient. Nous avons acheté le terrain. On a construit dessus. La maison était d'une valeur de plus de 60 millions. Tu ne peux pas casser ma maison et me demander de racheter ce terrain, que je suis désolée. Il nous a dit, OK, si vous ne voulez pas acheter, je vais vendre. Et c'est comme ça qu'il a mis le terrain en vente et quelqu'un d'autre a acheté. La personne a bâti sur mon terrain 2 immeubles, R+4 ou R+5, qui aujourd'hui sont habités par des locataires. Je demande à ce que justice soit faite. J'ai vu la vidéo de plusieurs personnes qui disent être victimes de M. Comé. Nous aussi, nous sommes
victimes. Toute une famille qui a été jetée dans la rue avec des élèves en pleine année scolaire en 2017. Ça a été vraiment un coup dur. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis de supporter, sinon on serait mort. Mon mari, il a fait une crise de tension dans la même période et depuis lors, il est hyper tendu. Il suit les traitements et on a continué. Nous étions pratiquement des mendiants parce que le loyer des studios nous permettait de vivre. Mon activité de couture et de coiffure nous permettait de vivre. Mais perdre tout en un clin d'œil, c'était un peu comme dans un cauchemar. Et pendant plus de 2 à 3 mois, quand je me couchais, dès que je fermais les yeux, je voyais le tracteur foncer sur moi. Et j'ai perdu le sommeil. Pendant près de 3 mois, je n'arrivais pas à dormir. Les enfants qui ne cessaient de m'appeler, puisqu'ils allaient à l'école et puis on les a envoyés à l'intérieur. Maman, c'est bientôt les examens, tu nous as déposés ici, on revient quand? Et je ne décrochais plus les appels. Quand je voyais que les enfants m'appelaient, parce que quand je prenais le téléphone, je fondais en larmes. Et ça a été une période vraiment difficile. En avril, ça va faire 8 ans qu'on a perdu cette maison. Nous demandons à ce que justice soit faite. Le boulevard. Faut que ça change. Avant toi maintenant. Voilà, on n'est pas content d'eux. En fait, c'est ça. Et nous ne sommes pas contents de vous. Nous ne sommes vraiment pas contents de vous. Cette dame, de 2013 à 2017, 4 ans après, avec tous ces efforts, avec ces... Mais je n'arrive pas à comprendre. À quoi vous pensez? Avec tout cet argent que vous allez prendre, vous allez vous l'enfuir. Mais vous pensez que vous serez en paix pour pouvoir dépenser cet argent-là? Les gens ne vont pas vous laisser. Ils vont vous maudire à jamais. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est pas bien. On ne fait pas ça, monsieur. On ne fait pas ça. Tu viens, tu démolis sa maison. Tu dis non, le terrain t'appartient. Et à la suite, tu l'appelles pour lui dire non, oui, je te vends le terrain. Mais c'est méchant, ça. C'est très, 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 très méchant. Je ne sais pas. Combien de fois vous avez brimé cette population-là? Maman mia, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Le terrain t'appartient. Il faut négocier avec elle. Même pas négocier. Tu parles avec elle. Tu ne peux pas venir un bon matin casser. Non seulement ils ont mis de l'argent dedans, ils ont construit, ils ont mis comment je peux dire ça, à investir de l'argent. Quand vous avez cassé tout cet argent qu'ils ont investi, comment ils font pour récupérer? Comment cette famille va pouvoir récupérer cet argent-là? 14 personnes, vous avez mis 14 personnes à la rue. Et il faut faire... Comment? Mais c'est méchant. Avec ça, vous prétendez vouloir regouverner ce pays-là. Non, mais même si on dit le mouton il est bête, mais par moment, il sait que là, il y a du feu. Il sait que là, il y a du feu. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Parce que celui qui va venir, il va faire du nettoyage. Et les nettoyages, vous savez ce que ça veut dire. Il y a d'autres qui vont se retrouver à la CPI. Mais c'est pas vrai. Vous vous permettez de faire la loi à la je m'en fous. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Vraiment, quand on entend ça, quand on voit, on voit ces histoires-là, on entend ces histoires, on n'arrive pas à pouvoir comprendre comment cela est-il possible. Comment cela est-il possible. Mais c'est inadmissible. C'est pas le seul cas. Hein. À voir de près, c'est pas le seul cas. Il y a même une église qui a été détruite comme ça. Je crois bien ça à Cocody, je crois, si je ne me trompe pas, ou bien à Makori. Cocody ou Makori. Ça a été détruit. Mais non seulement on ne donne pas de préavis, un beau matin on arrive, on dit ce terrain-là m'appartient et l'imbécile, lui, il vient, il casse tout et puis bon, il vend le terrain à quelqu'un d'autre.
hors la loi. Hein. Ça, c'est... Et puis, ces gens, on va comment on peut appeler ça là? On va les primer. C'est-à-dire que lui, on augmente de place, c'est-à-dire on, on fait comme on valorise, voilà, on valorise la médiocrité. On valorise la médiocrité, c'est ça. Parce que ce dernier, c'est comme on prend la dame, la députée qui insultait les gens en désordre, je ne voudrais pas dire le mot. Et après, elle est devenue, elle allait à présider l'Union africaine, je crois, et qui a discuté avec les Sénégalais. Vous avez vu? Qui s'est mise à insulter le moment des gens, ou bien, mais on l'a envoyé là-bas. Il y a d'autres encore, quand ils détournent l'argent, on le déplace, on le met dans un autre endroit, pour qu'ils détournent encore. Voilà, on va dire, bravo, tu as bien fait, c'est ça. Moi, je ne dis pas de nom parce que il y a les noms qui ne me viennent pas en tête, c'est ça. Sinon, il y a cette Adiara, quelque chose comme ça. Je pense bien que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est méchant. Et puis, vous avez créé sur tous les toits que, comment on appelle ça, le président, il ne savait pas gouverner et que toi, quand tu allais arriver, tu allais quand même donner un toit à chaque Ivoirien. Et que tu allais, comment on appelle ça, trouver de l'emploi à chaque jeune. Aujourd'hui, c'est les familles, tu les mets à la rue. C'est les familles, tu les mets à la rue. Ceux qui avaient des petites activités, tu as tout cassé. Ceux qui pouvaient quand même, comment dirais-je, apporter un plus à la Côte d'Ivoire, vous avez tous anéanti. Parce que si quelqu'un se lève à un peu d'argent qu'il veut investir, tellement que vous augmentez les taxes, la personne ne peut rien faire. Et c'est là, c'est-à-dire qu'elle prend son argent et elle va hors de la Côte d'Ivoire. Si tu vois que dans la mer Méditerranée, les Ivoiriens meurent là-bas, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Sinon, comment pourrais-je comprendre que la Côte d'Ivoire est vachement riche comme ça? On peut pas vivre paisiblement, on ne peut pas investir paisiblement, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'en sortir. Et quand on voit le bilan des morts dans la mer, il y a plus d'Ivoiriens. Oui, c'est pas gentil. Quand on prend le cas du président Gbagbo, ça même, c'est absurde. Parce que quand tu vas voir, vous l'avez envoyé à la CPI, le monsieur, il a démontré qu'il n'est pas coupable. Avec des juges internationaux, avec des avocats internationaux qui ont eu à présider ce procès-là. À la fin, ils n'ont rien trouvé comme preuve. À la fin, ils l'ont libéré. Il a été acquitté en bon français. Il revient en Côte d'Ivoire, on dit non, toi, tu n'es pas éligible parce que tu as une peine de 20 ans par rapport à la BCAO qui a été, comment on appelle ça, braquée. Mais des absurdités que je ne sais pas.
Donc, par rapport à ça, le monsieur ne peut pas se présenter. Mais il faut monter. On nous a donné 3 mois. C'est-à-dire, en mars, là, on va voir ce qui va se passer. Et vous, comment se fait-il que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore présenté votre candidature? C'est à quel jeu vous jouez? C'est à quel jeu vous jouez? Mais vraiment, ou bien, tu as un plan par rapport à faire du trafic. Bon, je ne peux pas dire trafic, mais comment je peux appeler ça? Comment on appelle ça? Tu as 2 plans où tu vas, dans un premier plan, chercher à éliminer M. Laurent Gbagbo, comme on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a un empoisonnement en l'air sur lui que tu cherches à empoisonner. Comme ça, tu seras l'unique à aller aux élections. Ou bien, tu vas prendre Jean-Luc Billon, parce que c'est lui ton piston actuellement. Donc, c'est là que tu veux arriver. Parce que là, on n'arrive plus à comprendre comment se fait-il que les élections s'annoncent. Tous les candidats ont commencé à déballer leur, je ne peux pas dire identité, mais un peu leur projet de société. Parce que actuellement, les gens ont commencé à faire un peu les escarmouches de campagne, parce qu'on voit le président Gbagbo en train de galvaniser ses militants, Et sur le terrain, il a dit, il sera sur le terrain, et il est sur le terrain, il est en train de galvaniser. Le PDCA va avoir sa convention, et après la convention, le président sera désigné, ils vont commencer aussi à pouvoir galvaniser leurs militants. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est envoyer tes badauds sur les terrains, sur les plateaux pour mentir. C'est vous qui n'aimez pas, c'est vous qui dites le mot mentir aux autres. Mais vous, là, combien de fois vous n'avez pas menti ici? Je ne vais pas me présenter, puis tu te présentes. Je vais construire. Tu n'as pas construit. On ne dit pas construire. Moi, je ne dis pas le reste, parce que construire, là, tu as dit, tu allais donner toi à chaque Ivoirien. Je l'ai dit auparavant, mais au lieu de me répéter, tu as dit ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de construire, tu as cassé, tu casses les maisons des gens. Voilà la dame que je viens de présenter là. Tu es venu casser sa maison, et puis après, tu lui dis non, je te revends la maison. C'est méchant. À la suite, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous qui dites les autres mentent. Je ne vais pas arriver sur le problème des nationalités là, parce que bon, c'est trop long. C'est un problème qui, à vue d'œil, on n'a même pas le besoin de parler. Tout le monde sait que tu as les 1000 nationalités, mais tu n'as jamais renoncé. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. En ce qui concerne le discours du président Gbagbo, il y a cette vidéo même, tu vas en dire un peu plus, avec Steve Biko qui est en train de dire, nous, on est prêt à lutter et on va lutter jusqu'au bout pour que le président Gbagbo puisse être inscrit sur la liste. Parce que ce n'est pas normal. Un homme qui a quitté, on vient, on le condamne encore. Pour le même problème. Mais c'est quelle justice qui a encore dit quoi? Vous vous plaisez dans ça. Hein? Mais quand ça va éclater dans vos visages, vous ne saurez où aller. C'est cette peur-là qui fait que toi, tu viens toujours en France pour faire semblant de te soigner ou bien faire semblant de faire quoi que ce soit. Il va falloir rester ici en France et renoncer au fauteuil de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne va pas te laisser. Cette année 2025, là, on est gamés. Je dis toujours, on est gamés. Donc, tes histoires-là, garde ça pour toi seul et laisse-nous la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a plus besoin de tes conneries que tu fais là. On en a marre maintenant. On en a marre. Parce que vous pensez que vous prenez pour les fesses du pape, donc nous
nous, on est tellement bêtes. Quand vous avez fait vos trucs, on va toujours accepter. On va toujours être là en train de gommer tout ce que vous êtes. Des imbéciles comme ça. Vous venez nous foutre la merde et tu laisses ton pays là-bas pour venir nous emmerder ici. Moi, ce qui me fait mal, c'est nos frères ivoiriens qui sont à côté, qui continuent dans cette lancée-là, qui vont t'adouber ou bien vont faire quoi que ce soit. Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que si l'imbécile fait ses conneries et que vous ne le suivez pas, il va arrêter. Il ne va même pas vouloir se présenter. Et c'est vous ici qui viennent dire non, vous avez parce que vous faites la politique du ventre. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, la question de la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo est au centre des débats. En effet, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques suite à une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, qualifie d'injuste cette situation. Fabrice Lago, mieux connu sous le nom de Steve Beko, secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI, a récemment déclaré que l'opposant est prêt à battre campagne. Il a affirmé que toutes les voies juridiques et politiques seraient explorées pour permettre à Laurent Gbagbo de se présenter dans un climat de paix. Il n'y a pas d'action secrète. Nous continuons de dénoncer et nous disons qu'il est inimaginable que le président Laurent Gbagbo, après avoir brillamment remporté son procès à la CPI, on puisse utiliser des artifices juridiques pour l'empêcher d'être candidat. Et nous n'accepterons pas que encore une injustice puisse s'abattre sur lui ou sur notre parti politique. Déjà, nous avons plusieurs de nos camarades en prison. Nous continuons de demander leur libération. Nous espérons être entendus et on ne va pas rajouter une autre injustice en privant le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Surtout que dans la communication du parti au pouvoir, on nous laisse entendre que le président Laurent Gbagbo ne pèse plus grand chose politiquement, qu'il n'a plus de partisans et que son parti politique ne pèse plus grand chose sur la scène. Octobre 2025, nous donne justement l'occasion de vérifier qui pèse quoi sur la scène politique ivoirienne. Donc nous sommes là, nous sommes sereins et nous nous préparons à la campagne. Nous allons user de tous les moyens juridiques et politiques à notre disposition pour rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire reste en paix. À la candidature du président du PPACI s'ajoutent les aspirations de Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, deux figures de l'opposition ivoirienne. Pour faciliter son retour dans le fichier électoral, Blé Goudé, président du COJEP, a formulé une demande d'amnistie. Du côté du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RADP, la situation est encore floue, car le candidat n'est pas encore officiellement désigné. Cependant, les membres du parti expriment clairement leur souhait de voir Alassane Ouattara briguer un autre mandat présidentiel de 5 ans.